Un pont, une structure essentielle dont l'existence remonte au néolithique. Le plus ancien encore debout est le pont mycénien de Kasarma, édifié il y a plus de 3000 ans. Mais il est un fleuve qu'aucun pont ne permet de franchir. L'Amazone, le plus imposant cours d'eau de la planète. Certes, le Nil détient officiellement le record de longueur, mais l'Amazone entend bien s'arroger les deux titres. Né au Pérou, le fleuve Amazone traverse la Colombie et le Brésil avant de se jeter dans l'Atlantique par un delta gigantesque. Son parcours excède même le périple de Sam et Frodon. Et pourtant, aucun pont ne l'enjambe. Pourquoi donc? Tout d'abord, ces crues saisonnières en modifient radicalement le débit. En période sèche, il s'étend sur environ 5 km de large. Mais sous l'effet des pluies diluviennes, il peut atteindre jusqu'à 50 km en quelques semaines. De plus, ces crues déplacent le lit du fleuve. Construire un pont sur un terrain qui se métamorphose en étendue d'eau pendant 4 mois de l'année relève d'un défi technique considérable, mais pas hors de portée. Rappelez-vous vos cours de géographie. Les berges fluviales, notamment en Amazonie, sont souvent instables et sujettes à l'érosion. Les pluies torrentielles engendrent par ailleurs des marais, véritables régulateurs naturels des crues, qui filtrent l'eau et abritent une faune d'une grande diversité. Cela implique qu'une partie de cette zone humide devrait être drainée pour permettre la construction d'un pont, ce qui causerait des dommages irréparables à la faune locale. De plus, les fondations nécessaires à ce pont devraient être profondes, entraînant des coûts considérables. La pluie engendre un autre problème majeur dans ce projet. Elle provoque une élévation du niveau de l'eau pouvant atteindre 13 à 15 mètres. Bien sûr, des ponts ont été construits au-dessus de profonds cours d'eau, comme le pont Padma, une structure colossale aux fondations de 127 mètres. Toutefois, en raison de l'érosion rapide du sol amazonien, le pont devrait être conçu à partir de structures flottantes, appelées pontons, qui se révèlent peu adaptées à une rivière dont la profondeur fluctue à sa guise. Passons maintenant à un autre obstacle majeur pour l'ingénierie humaine, la forêt amazonienne. S'étendant sur 9 pays, cette forêt est si vaste et dense qu'elle pourrait couvrir presque la moitié de l'Europe. Par conséquent, un pont relierait très probablement 2 sections de la forêt, apportant un progrès insignifiant pour la faune locale, comme les capybaras et les jaguars. Naturellement, les principaux bénéficiaires d'un tel pont seraient les humains. En effet, l'essentiel des populations locales se trouve réparti autour des affluents de l'Amazone, loin du fleuve lui-même. Après tout, qui voudrait vivre comme un castor au bord d'un barrage? Il existe même un État, l'Amapá, sur la rive gauche de l'Amazone, qui est totalement coupé du reste du Brésil. Vous pourriez facilement visiter son voisin, la Guyane, mais pour atteindre une région différente du Brésil, il vous faudrait recourir à d'autres moyens de transport. À l'exception des petites communautés riveraines qui vivent directement sur les bords du fleuve, ce qui va de soi, les grandes villes ont été établies près des rivières tributaires, comme le Rio Negro, qui possède un pont, ou la rivière Nanay, au Pérou. Les ponts qui enjambent la Nanay et le Rio Negro constituent les 2 seules structures de ce genre dans le bassin amazonien. La vétusté des infrastructures routières au sein de l'Amazonie rend également la construction de ponts complètement superflue. Dans les années 70, l'humanité nourrissait de grandes ambitions pour explorer davantage l'Amazonie. C'est dans cet esprit qu'ils ont envisagé la construction d'une autoroute traversant le bassin amazonien d'un bout à l'autre. L'autoroute transamazonienne, censée faciliter l'accès au cœur de la forêt, a cependant échoué à répondre à ces objectifs. Il semble que les difficultés liées à la construction de plus de 3200 km de route au cœur d'une forêt tropicale dense n'aient pas été anticipées. À mi-parcours, le projet a été abandonné en raison de son coût exorbitant et des nombreux problèmes rencontrés. Et aujourd'hui, les autoroutes du bassin amazonien sont constamment inondées, jonchées de crevasses et de boue. Cette situation engendre un cercle vicieux. Les gens ne s'installent pas près du fleuve, car l'accès y est difficile. Les routes ne mènent pas jusque-là, car leur construction est extrêmement complexe. Et cela conduit encore moins de personnes à s'établir sur les rives de l'Amazone, faute de routes pour y parvenir. Alors, en l'absence de routes et de ponts, comment les habitants survivent-ils dans cette région? Vous n'allez pas y croire, mais les populations riveraines utilisent une invention aussi ancienne que fiable, le bateau. Le fleuve Amazone est entièrement navigable, et les habitants l'utilisent comme une route. Tout comme pour les motos,
les voitures et les bus, l'Amazone dispose de canoës, de hors-bord et de ferries. Il existe même un ferry spécifique appelé Óbidos, qui dessert la localité d'Óbidos, d'où son nom. Les locaux accomplissent tout sur des bateaux. Ils possèdent même un hôpital flottant, qui se déplace de ville en ville pour soigner les populations riveraines, ainsi qu'une banque flottante, où l'on peut effectuer toutes ces transactions tout en admirant l'immensité de l'Amazonie. Honnêtement, quelle invention brillante. L'absence de pont a toutefois un inconvénient majeur. Elle empêche l'exploration de véritables trésors cachés. Par exemple, dans l'Amazonie, il y aurait plus de 10 000 sites archéologiques encore inconnus. Il se peut que nous ne puissions jamais découvrir certains vestiges, tels que des villages fortifiés, des géoglyphes et d'autres structures. Il serait excitant de revivre les aventures de Lara Croft au cœur de l'Amazonie, mais ces découvertes restent bien dissimulées, au plus profond de la forêt. D'un autre côté, il n'y a qu'en bateau que l'on peut observer ce phénomène incroyable, où les eaux du Rio Negro et du Solimo refusent de se mêler dans l'Amazone. Sur plus de 5 km, ces deux affluents coulent côte à côte sans se mélanger. La vitesse et la température des eaux étant différentes, vous observerez un fleuve ressemblant à un mélange de café et de caramel. Ce phénomène impressionnant est connu sous le nom de la rencontre des eaux. L'Amazone n'est pas le seul cours d'eau au monde considéré comme dépourvu de pont. Le fleuve Congo, le second plus long fleuve d'Afrique, ne possède qu'un seul pont le traversant. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa sont séparés par ce fleuve, et jusqu'à aujourd'hui, aucune route n'assure de liaison entre eux. Petite anecdote. Certains géologues pensent qu'à l'époque où le supercontinent de Gondwana existait et que tous les continents étaient réunis, l'Amazone et le fleuve Congo formaient un seul et même fleuve, reliés entre eux. Un autre endroit où les ponts font défaut se situe du côté est de la Tamise, à Londres. La partie ouest du fleuve est plus étroite, ce qui rend la construction des ponts plus simple. On y trouve environ 33 ponts rien que sur ce côté. Mais si vous tentez de traverser la rivière en amont, cela risque de tourner au casse-tête. Au XIXe siècle, les compagnies maritimes ont estimé que construire trop de ponts sur la Tamise serait trop onéreux, car cette zone faisait partie d'une route de navigation, et ces ponts devraient être bien plus hauts que la normale. Leur structure devrait aussi être particulièrement longue, étant donné que certaines sections de la Tamise font près de 570 mètres de large. Cependant, la construction de ponts longs en soi n'est pas un problème. À Rio de Janeiro, par exemple, se trouve le pont Rio-Niterói, qui s'étend sur 13 km. Lorsqu'il a été érigé dans les années 70, il était le second plus long pont au monde. Cette structure est si vaste qu'en 2018, une petite fille est née pendant que sa mère la traversait, et depuis, le lieu inscrit sur son acte de naissance n'est ni plus ni moins que le pont. Il n'y a pas non plus de demi-tour possible, de sorte que si vous l'empruntez par erreur, préparez-vous à un long trajet. Alors, la prochaine fois que vous déciderez d'explorer l'Amazonie, n'oubliez pas d'emporter votre propre canot. Malgré la croyance populaire, qualifier le Nil de plus long fleuve du monde est peut-être une erreur. Pour mesurer la longueur d'un fleuve, il ne suffit pas de calculer la distance entre son point de départ et son point d'arrivée. Les fleuves sont des systèmes complexes, composés de divers affluents qui comptent pour beaucoup dans leur longueur totale. En fait, si l'on tient compte de ces affluents, la longueur totale peut être multipliée par 3, comme c'est le cas pour le fleuve Mississippi. De sa naissance à Itasca jusqu'à la Nouvelle-Orléans où il s'arrête, le fleuve mesure une certaine longueur. Mais si l'on prend en compte le fleuve Missouri, les choses changent du tout au tout. Cette divergence alimente de nombreux débats sur la longueur du Nil par rapport à celle de l'Amazone. Bien que Google reconnaisse le Nil comme le plus long fleuve du monde, il se peut que ce ne soit pas tout à fait exact. Pour comprendre cela, il faut se représenter les fleuves comme les veines d'un corps humain. Il serait inexact de supposer qu'un individu de 2 mètres de haut n'a que 2 mètres de veines, n'est-ce pas? Les veines s'entrecroisent dans tout le corps, à la manière d'un vaste réseau. Les cours d'eau fonctionnent selon le même principe, et on ne peut pas considérer que la longueur du fleuve principal. Le vaste réseau d'affluents est tout aussi important. Les rivières atmosphériques sont des phénomènes météorologiques fascinants. Des courants d'air qui transportent d'incroyables quantités de vapeur d'eau depuis la forêt amazonienne au nord de l'Amérique du Sud jusqu'au nord de l'Argentine. Ces autoroutes aériennes servent de conduits essentiels à l'humidité, qui est d'une importance capitale pour nos paysages. Leur influence s'étend aux régions du centre-ouest, du sud-est et du sud du Brésil,
façonnant les régimes de précipitation spécifiques de ces zones. Lorsque ces rivières éthérées rencontrent des conditions météorologiques particulières, telles qu'un front froid, l'humidité latente qu'elles transportent peut se transformer en précipitations. Ces précipitations jouent un rôle essentiel non seulement dans la préservation des divers écosystèmes de la région, mais aussi dans le soutien de l'économie florissante du Brésil, et ce de multiples façons. L'importance de ce phénomène est évidente. Il permet l'irrigation des cultures, garantissant la productivité agricole et la sécurité alimentaire. En outre, il réalimente les rivières locales, ce qui permet de maintenir un débit d'eau régulier et de favoriser la vie aquatique. En outre, l'eau recueillie par ces rivières est acheminée vers les barrages, qui les transforment en une source d'énergie fiable pour le pays. La quantité d'eau transportée par les rivières aériennes peut être équivalente, voire supérieure, à l'énorme débit de l'Amazone. Ainsi, si l'on associe le fleuve Amazone à son homologue aérien, on obtient un volume d'eau nettement supérieur à celui du Nil. On observe également des rivières atmosphériques dans le bassin du Congo, où le climat est principalement façonné par l'humidité émanant de l'océan Atlantique et des forêts locales. On assiste là à une évaporation de l'ordre de 1 à 2 mètres d'eau par an. Ces rivières varient en taille et en puissance, mais en moyenne, elles transportent un volume de vapeur d'eau comparable au débit à l'embouchure du Mississippi. Dans de rares cas, des rivières atmosphériques exceptionnellement puissantes peuvent transporter jusqu'à 15 fois ce volume. Lorsque ces rivières atteignent la terre ferme, elles libèrent la vapeur d'eau accumulée, ce qui donne lieu à des précipitations ou à des chutes de neige. Bien que les rivières atmosphériques se présentent sous différentes formes, celles qui ont une forte teneur en vapeur d'eau et des vents intenses peuvent provoquer des précipitations extrêmes et même des inondations, en particulier lorsqu'elles s'attardent sur des bassins hydrographiques sujets aux crues. Un exemple de rivière atmosphérique bien connu est le Pineapple Express, un système capable de transporter l'humidité des régions tropicales situées près d'Hawaï jusqu'à la côte ouest des États-Unis. De tels événements peuvent perturber les transports, déclencher des coulées de boue et entraîner d'importantes destructions matérielles et humaines. Cependant, toutes les rivières atmosphériques ne présentent pas de tels risques. Nombre d'entre elles sont des systèmes relativement faibles, qui fournissent de précieuses précipitations et sont essentielles à un bon approvisionnement en eau. En outre, elles jouent un rôle crucial dans le cycle hydrologique de la planète. Outre le risque d'inondation, les rivières atmosphériques contribuent également à l'augmentation du manteau neigeux. Des rivières atmosphériques ont été à l'origine des violentes tempêtes hivernales qui ont frappé la côte ouest des États-Unis, de l'État de Washington au sud de la Californie, entre 2010 et le début de l'année 2024, entraînant des précipitations allant de 28 à 63 cm dans certaines régions. Les courants de vapeur d'eau peuvent donc être considérés comme des rivières. Est-il possible de ranger autre chose sous ce terme? Étonnamment, il existe un phénomène qui, bien que dépourvu d'eau, entre dans cette même catégorie, les WEDS. Ce sont, traditionnellement, ce qu'on appelle des vallées fluviales. On trouve des WEDS dans les zones légèrement inclinées, presque plates, des déserts. Contrairement aux rivières traditionnelles, les WEDS ne possèdent pas de canaux stables en raison de la présence seulement intermittente des flux. Ils présentent donc une structure en tresse due à une alimentation en eau limitée et à une abondance de sédiments. L'eau qui parvient à atteindre le lit de ces WEDS s'infiltre dans la terre et entraîne une diminution de l'énergie et d'importants dépôts. Les WEDS peuvent même former des barrages de sédiments, ce qui modifie la configuration des cours d'eau lors de crues soudaines. Il est intéressant de noter que le vent joue également un rôle dans le dépôt de ces sédiments. Lorsque les WEDS sont submergés ou humides, les sédiments poussés par le vent viennent se déposer, ce qui produit un mélange de sédiments aqueux et de sédiments aériens. Les rivières peuvent être particulières non seulement parce qu'elles sont constituées de sable ou d'air, mais aussi en raison de ce qui les recouvre. Dans certaines conditions, le fleuve écossais Dee offre un spectacle intrigant. Des formations gelées qui ressemblent à des nénuphars. Ces formations, appelées crêpes de glace, apparaissent naturellement lorsque le mouvement des vagues vient déformer la glace lisse et plane, ce qui donne lieu à ces curiosités aux bords lisses et arrondis. Avec ce mouvement, ces disques de glace s'élèvent au-dessus de la surface et prennent l'aspect d'étranges nénuphars. En général, les crêpes de glace ont une consistance proche de la bouillie. Certains médias ont suggéré que la glace du fleuve Dee s'est formée à partir de mousse gelée. Mais les scientifiques expliquent que même si cette hypothèse est plausible, les crêpes de glace se forment toujours en raison du mouvement des eaux. Avec le temps, ces nénuphars finissent souvent par former de grandes plaques de glace.
Si la glace est suffisamment épaisse et que l'eau reste turbulente, elle peut se plier, se fracturer et même former des couches, ce qui donne lieu à une structure que l'on nomme crête de glace. Imaginez maintenant une rivière composée non pas d'eau, mais de méthane. L'idée peut paraître saugrenue, mais sur Titan, la lune de Saturne, c'est une réalité. Vid Flumina, une rivière fascinante sur Titan, est ainsi composée de méthane et d'éthane liquide, et a même été comparée au puissant Nil. S'étendant sur plus de 400 km, elle se jette gracieusement dans l'Ijeya Mare, qui est la deuxième plus grande mer d'hydrocarbures de Titan. La majeure partie de la surface de Titan est composée de glace d'eau, mais Vid Flumina, en creusant des canyons dans ce terrain glacé, donne à croire qu'il y a là un sol rocheux. Les scientifiques de la NASA pensent que cette rivière extraordinaire contient des rapides, des tourbillons et même des chutes d'eau, à l'image de ce que l'on trouve dans les rivières terrestres. Lorsque la sonde Cassini a atteint Saturne en 2004, son principal objectif était d'explorer cette planète géante et ses lunes. Les scientifiques ont été particulièrement intéressés par la découverte de méthane liquide sur Titan, en raison de la température unique de sa surface et de son atmosphère. Cependant, les premières observations de Cassini, concentrées sur la région équatoriale de Titan, ont déçu les chercheurs qui n'ont trouvé aucun signe de mer ou de rivière. Mais ils ont eu une belle surprise lorsque l'orbite de Cassini s'est déplacée, permettant à l'équipe de se concentrer sur d'autres zones de la surface de la Lune à l'aide de radars. De manière surprenante, les signaux radars rebondissaient sur diverses formations angulaires et rugueuses, des dunes de sable, des falaises et des rochers. Mais lorsque le radar a atteint les régions polaires de Titan, les signaux ont cessé, révélant de mystérieuses taches sombres ressemblant à des lacs, des rivières et des affluents semblables à ceux que l'on trouve sur Terre. La découverte révolutionnaire a eu lieu en décembre 2012, lorsque Jani Radbo, un scientifique travaillant avec l'équipe de Cassini, a présenté une image prise en septembre de la même année. L'image dévoile un fleuve qui ressemble au Nil et s'étend sur 322 km, selon un tracé relativement rectiligne, indiquant une corrélation avec des lignes de faille similaires à celles d'autres fleuves importants situés à proximité. Ce remarquable cours d'eau traverse des terrains accidentés et inclinés, ce qui suggère l'existence d'un mouvement tectonique comparable à celui que l'on observe sur Terre. Tu navigues sur le fleuve Amazon à bord d'une pirogue sous un soleil brûlant. Alors que tu regardes ta carte, ton bateau commence à tanguer d'avant en arrière. Le courant commence à devenir plus intense, alors tu t'accroches pour sauver ta vie. Tu ranges ta carte dans ta poche et essaies de reprendre le contrôle de ton bateau. Tu heurtes quelques rochers et tu te baisses pour éviter les branches d'arbres. Ton embarcation heurte un gros rocher sorti de nulle part et tu es propulsé par-dessus bord. Tu nages dans l'eau verte et trouble. Alors que tu fais de ton mieux pour atteindre le rivage, ta pirogue est emportée par le courant. Sous l'eau se trouve un tout nouveau monde d'animaux bizarres et dangereux. Les poissons kandiroos sont des créatures ressemblant à des serpents qui peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de long. Les arapaimas peuvent mesurer plus d'un homme adulte et sont plus grands que la plupart des joueurs de basket. Ce sont les plus gros poissons d'eau douce d'Amérique du Sud. Ils ont un système de branchies hybride qui les oblige à remonter à la surface toutes les 5 à 15 minutes afin d'inhaler de l'oxygène pour leur grande vessie natatoire. Tu nages hors des eaux déchaînées et tu te sèches. Oh non, ta carte est complètement trempée. Il n'y a aucun moyen d'arriver à ta destination sans elle. Tu t'aventures dans l'épaisse forêt tropicale en repoussant les branches et les feuilles. En t'enfonçant davantage, tu remarques quelque chose sur un arbre. Il bouge à peine, mais il a des griffes acérées et un pelage clairsemé. Il tend le bras vers une autre branche et essaie de se hisser, mais très lentement. Les paresseux dorment plus de la moitié de leur journée et ne descendent des arbres qu'une fois par semaine. Ils sont tellement immobiles que des algues et de la mousse poussent parfois sur leur fourrure. La forêt tropicale se densifie à chaque pas, jusqu'à ce que la lumière du soleil n'éclaire presque plus le chemin devant toi. Tu remarques qu'une silhouette te suit. À chaque branche sur laquelle tu marches, tu peux entendre un faible son juste à côté de toi qui se faufile. Tu commences à marcher un peu plus vite, mais le son te rattrape. Tu arrives à sortir de la partie dense et tu marches sur un chemin étroit jusqu'à ce que tu atteignes une falaise. Tu ne peux pas progresser normalement ici, alors tu te colles contre la paroi et tu marches de côté pour longer la falaise. Tu avances lentement avec la rivière à 10 mètres en dessous de toi. Tu bouges ton pied et quelques pierres tombent dans la rivière. Tu continues à avancer et fais un faux pas. Tu es sur le point de tomber, mais tu t'accroches à une grosse branche d'arbre et tu te hisses.
tu remarques un couple de grenouilles cocoy de Colombie à quelques centimètres de tes doigts. Toucher l'une de ces grenouilles peut être extrêmement dangereux et nocif, malgré leur magnifique motif coloré. La cocoille de Colombie est l'un des animaux les plus venimeux au monde. L'une d'elles bondit juste à côté de toi, alors tu lâches la branche et tombes dans la rivière. Les flots te ballottent jusqu'à ce que tu atteignes un courant calme. Sous toi se trouve une nuée de piranhas qui barbotent avec leurs dents acérées. La couleur rouge de leur peau ne laisse aucun doute, alors tu t'enfuis à la nage comme un athlète olympique. Les piranhas mangent tout ce qui leur passe sous les nageoires, quelle que soit sa taille. Tu t'accroches à une bûche et grimpes sur un petit rocher pour reprendre ton souffle. Il y a une énorme anguille électrique sous le rocher. Malgré leur nom, elles sont plus apparentées aux poissons-chats qu'aux anguilles. Elles utilisent leur puissant 600 volts d'électricité pour se défendre et attraper de la nourriture. Tu es coincé, sauf si tu es comme le basilic commun et que tu peux glisser sur l'eau comme un jet ski. Ces incroyables lézards ont des palmures spéciales sur leurs orteils et peuvent courir au-dessus de l'eau sur la distance d'un terrain de basket. Tu sautes sur un tas de rochers jusqu'à ce que tu atteignes le rivage. Tu continues à marcher le long de la rive jusqu'à ce que tu croises un rocher en mouvement. Tu te frottes les yeux et tu le vois à nouveau bouger. C'est une tortue à l'allure de dinosaure qui ressemble à un crocodile avec une armure. Le matamata est une tortue d'eau douce qui se camoufle dans son environnement pour attraper ses proies. Sa tête s'étire plus longuement que son corps. Tu te faufiles pour la dépasser et poursuis ton chemin. Tu retournes dans la forêt tropicale et trouves un endroit pour te reposer. Attends, il y a des fourmis géantes partout. Ce sont les plus grosses fourmis du monde et elles peuvent produire l'une des piqûres les plus douloureuses qui soient, comparable à celle d'une guêpe. Tu te lèves immédiatement et trouves un autre endroit pour te reposer. En continuant à marcher, tu remarques la même sensation de quelque chose qui te suit. Tu peux entendre le bruissement de quelques feuilles, mais il commence à faire sombre et il n'y a aucun moyen de savoir de quoi il s'agit. Tu trouves un joli petit coin pour faire un feu de camp et te reposer. Mais en Amazonie, tout est une menace. Sauf ces mignons capybaras qui se promènent. Ils vivent en groupe près des sources d'eau. Ce sont aussi les plus gros rongeurs du monde. Tu n'as pas à t'inquiéter de leur présence si tu es coincé au milieu de la forêt tropicale amazonienne. Soudain, tu sens que quelque chose se glisse à côté de toi. Tu regardes au sol et tu vois un énorme anaconda vert sur le point de t'étrangler. Ce sont les serpents les plus lourds du monde. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et ont un énorme appétit. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant. Hourra, tu as trouvé une grotte où t'abriter. Il fait un nouveau jour et tu es toujours en vie. Tu continues à marcher dans la jungle. Tu as pu trouver un petit déjeuner et récupérer de l'énergie pour le reste de la journée. Tu repères quelque chose sur un arbre qui ressemble à une branche. Mais il s'agit en fait d'un potou, un maître du camouflage qui peut passer des jours immobiles sur des branches d'arbres cassées. Ces oiseaux bizarres utilisent ces branches comme leur habitat permanent où ils pondent leurs œufs et se reposent toute la journée. Tu continues ton chemin dans la forêt tropicale et tu vois une araignée Phonotria qui rampe sur une branche d'arbre juste devant toi. On en trouve 8 espèces dans la région de l'Amazonie. Elles font partie des araignées les plus agressives et les plus venimeuses qui existent. Tu fais donc un grand détour et t'en éloignes. Tu sens à nouveau quelque chose marcher à côté de toi, mais tu n'arrives toujours pas à déterminer ce que c'est. Devant toi, tu vois une falaise abrupte avec une chute d'eau qui tombe dans un grand lac. Il semble paisible jusqu'à ce que tu vois un groupe de caïmans noirs se rassembler autour de la rive. Ce sont les plus grands prédateurs de tout l'écosystème amazonien et ils se nourrissent de tout ce qui bouge. C'est une bonne chose que tu sois sur les hauteurs, sinon, oups. Tu glisses et tombes dans la rivière, en plein dans le bassin. Pour l'instant, aucun caïman ne t'a repéré. Tu nages sous l'eau et essaies d'atteindre l'extrémité opposée à celle où se trouvent les reptiles. En sortant et en te séchant, tu remarques de grandes taches noires sur toi. Tu essaies de les retirer, mais elles sont bien accrochées. La sangsue géante d'Amazonie trouve sa cible en suivant les mouvements et l'ombre. Une fois qu'elles sont fixées à la peau, il est extrêmement difficile de les extraire. La meilleure façon de le faire est de glisser ton doigt à côté de leur bouche et de les retirer lentement. Tu parviens à les enlever de ton corps et tu vois que les caïmans nagent vers toi. Tu es coincé avec ces reptiles affamés qui s'approchent. Soudain, un dauphin rose saute hors de l'eau et les éclabousse tous. Ils peuvent être plus grands que les humains et sont les stars de l'Amazonie. Les scientifiques pensent que leur couleur provient des capillaires sanguins de leur peau. En Amazonie, il y a même des requins bulldogs qui nagent partout.
Ces poissons géants carnivores sont un danger pour les humains et peuvent nager aussi bien en eau salée qu'en eau douce. Ces requins s'attaquent à tout ce qui se trouve à leur portée, y compris les autres requins. Le dauphin a distrait les caïmans, alors tu grimpes sur la falaise et essaies de trouver le meilleur moyen de t'échapper. Les mâchoires béantes qui attendent que tu retombes dans le lac sont juste en dessous de toi. Tu parviens à grimper jusqu'au sommet, mais lorsque tes bras te hissent sur la plateforme, la première chose que tu vois est un jaguar qui te regarde droit dans les yeux. C'est la créature qui t'a suivi pendant tout ce temps. Tu te relèves et il commence à te tourner autour en préparant son attaque. Tu sais que tu ne peux pas affronter un jaguar, ni le distancer. Tu attrapes donc une grosse branche au sol pour te défendre. Il saute sur toi, mais tu te baisses juste à temps pour l'éviter. Le jaguar termine dans l'eau, loin des caïmans. Heureusement que ces gros chatons sont d'excellents nageurs. Tu te relèves et continues. À ta grande surprise, tu retrouves ta pirogue. Tu la répares et tu sors de cet enfer vert. Ouf! Le fleuve Amazone traverse 9 pays d'Amérique du Sud sur une longueur de plus de 6400 km. Pourtant, il est impossible de le traverser par un pont. Le fleuve étant l'autoroute principale qui traverse cette forêt dense et avec si peu de zones habitées autour, il n'y a aucune raison d'en avoir un. La rivière peut s'élever jusqu'à 9 mètres et les traversées du fleuve qui n'étaient que d'environ 5 km de large peuvent s'étendre à plus de 50 km en seulement quelques semaines à certains endroits, rendant un pont presque impossible à construire. En Nouvelle-Zélande, dans la ville côtière de Moeraki, on trouve d'énormes rochers sphériques. Certains rochers font 2 mètres de haut et pèsent environ 7 tonnes, autant que 10 vaches. Selon la légende maori, ces rochers sont les restes des marchandises d'un grand naufrage survenu il y a des centaines d'années. D'un point de vue plus scientifique, c'est du sable et du gravier combinés qui forment ces blocs géants. Les vagues et les vents leur donnent une apparence ronde et lisse au fil du temps. L'ensemble du processus peut prendre des millions d'années. Le volcan indonésien Kawah Ijen est célèbre pour le magnifique lac de couleur turquoise situé au sommet de son pic. Mais n'y plonge surtout pas. C'est un lac d'acide, mais la partie la plus effrayante, ce sont les gaz sulfureux qui s'échappent lorsque la lave coule librement, atteignant des températures supérieures à 537 degrés Celsius. Lorsque ces gaz entrent en contact avec l'air, ils se transforment en une spectaculaire flamme bleue électrique. C'est pourquoi le volcan a de la lave bleue. L'île de Surtsey, au sud de l'Irlande, a été formée il y a plus de 50 ans par une éruption volcanique. Tout a commencé en 1963, lorsqu'une puissante éruption a créé l'une des plus jeunes îles de la planète. Toutes sortes de bactéries, de champignons et de moisissures ont commencé à envahir l'île, ce qui a engendré l'installation de nombreux autres animaux comme les phoques et les oiseaux. Les oiseaux et les vagues de l'océan ont déposé des graines partout sur l'île. Malheureusement, l'île est en train de devenir de plus en plus petite, à cause de l'érosion par l'eau et le vent. Au large des côtes brésiliennes, il y a une île appelée, je suis un peu rouillé en portugais, veuillez excuser l'accent, Ilha da Queimada. Elle a l'air parfaitement vierge et intacte. Mauvaise nouvelle, elle est totalement envahie par de dangereux serpents. Alors, assure-toi d'avoir un médecin avec toi au cas où tu voudrais t'y rendre. Plus de 4000 Jararaca iloa habitent cette île. Ces serpents d'1 mètre de long sont parmi les plus venimeux du monde entier. Je pense que je vais laisser tomber cette île. En Australie, tu peux voir l'opéra, Uluru, beaucoup de kangourous et attraper la vague la plus étrange du monde, Wave Rock en Australie occidentale. Elle n'est pas faite d'eau, mais de pierre. Elle peut mesurer jusqu'à 15 mètres de haut et presque 90 mètres de long. C'est particulièrement incroyable après les pluies d'hiver, lorsque les fleurs sauvages d'Australie occidentale envahissent le paysage. À Atlanta, il y a un musée World of Coca-Cola. La formule de cette recette secrète se trouve dans une grande chambre forte, inviolable et surveillée en permanence. Seule une très petite quantité de personnes peut franchir les portes de cette chambre forte. Depuis sa création en 1886, la société a gardé ce secret pour ses seuls employés les plus honnêtes. En 2006, un ancien employé a essayé de vendre la formule à Pepsi, mais Pepsi a appelé la police et a informé Coca-Cola. Le Spotted Lake est un must pour quiconque se trouve en Colombie-Britannique. Après que la chaleur torride de l'été ait fait s'évaporer l'eau du lac, elle laisse derrière elle des taches d'eau jaune, bleue et verte. Ces bassins sont remplis de toutes sortes de minéraux, comme les sulfates de sodium, de calcium et de magnésium, qui se concentrent dans les bassins. Il est interdit de s'en approcher ou même d'y tremper les pieds. Une clôture protège l'ensemble du lac et un panneau indique à quel point la zone est sensible sur le plan culturel et écologique.
Dans la vallée de la mort en Californie, il y a le mystère des pierres mouvantes. Depuis le début des années 1900, le mystère de la façon dont toutes ces pierres semblent se déplacer toutes seules sur le sol du désert a déconcerté le monde entier. Certains pensent que les pierres se déplacent grâce à de fins morceaux de glace qui se forment autour des pierres, poussés par les vents après l'hiver. Personne n'avait jamais vu ces pierres bouger avant 2014. Des scientifiques ont installé des enregistreurs à intervalles réguliers et les images ont révélé que les pierres glissaient sur le sol au fil du temps. La cathédrale de marbre du Chili, située dans la magnifique région de la Patagonie, s'est formée après plus de 6000 ans d'usure des rochers par les vagues. Les parois bleu cristalline y reflètent l'eau turquoise ondoyante, ce qui en fait un endroit parfait pour le kayak. En se promenant dans le parc de Chestnut Ridge, dans l'état de New York, on peut voir une flamme éternelle. Celle-ci se distingue par le fait qu'elle se trouve sous une chute d'eau. Il arrive que la flamme s'éteigne pendant de courtes périodes, mais elle se rallume toujours. C'est parfois grâce à certains randonneurs. Si tu arrêtes ta voiture sur la côte magnétique du Nouveau-Brunswick, au Canada, tu verras que ta voiture peut se mettre à rouler à reculons jusqu'en haut de la colline, toute seule. Bien qu'il semble qu'elle se déplace dans le mauvais sens, ce n'est qu'une illusion. Il existe plusieurs collines comme celle-ci dans le monde entier. Ce qui semble être une pente est en fait le contraire. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'horizon pour déterminer la perspective. La baie bioluminescente la plus brillante au monde, appelée Puerto Mosquito, est située au large de Porto Rico. Elle doit son nom au pirate Roberto Cofresi et à son petit bateau El Mosquito, et non à ses insectes agaçants. Pendant les mois d'été, tu verras une eau lisse la nuit avec des millions de micro-organismes minuscules qui se heurtent les uns aux autres et qui émettent une lumière bleue. Les Chocolate Hills sont un groupe de collines aux formes inhabituelles situées au milieu de l'île de Bohol, aux Philippines. On en a découvert entre 1000 et 2000 jusqu'à présent. Elles n'ont rien à voir avec le chocolat, mais elles en prennent la couleur après la saison sèche, lorsque leur herbe passe du vert au brun. Dans la partie nord-est de la Thaïlande, à 750 km de Bangkok, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années qui se détache des montagnes. Leur forme ressemble à un groupe de baleines nageant ensemble. Il n'est donc pas étonnant que cet endroit soit appelé les rochers des trois baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais cette terre a changé de façon spectaculaire au cours de cette période. Ces montagnes de grès ont été soulevées par la tectonique des plaques, c'est-à-dire le déplacement des couches de la croûte terrestre, appelée lithosphère, et l'érosion par les eaux du Mékong, ce qui a donné lieu aux formations rocheuses aux formes étranges que nous voyons aujourd'hui. Le Salar de Uyuni, en Bolivie, est le plus grand désert de sel du monde. Avec une superficie de 10 500 km², il est 2 fois plus grand que le parc national du Grand Canyon. Une fois l'hiver passé, le lac salé se transforme en un magnifique miroir géant reflétant le ciel entre septembre et mai. Le sel s'étendant jusqu'à l'horizon crée une illusion d'infini. La fine couche d'eau laissée par la fonte des glaces crée cet effet miroir qui donne vraiment l'impression de flotter entre ciel et terre et ce qui en fait l'un des plus beaux endroits à visiter au monde. Le fleuve Catatumbo au Venezuela est peut-être l'endroit le plus orageux du monde, avec près de 300 jours d'orage par an. Les tempêtes de foudre sont régulières et elles sont prédites 3 mois à l'avance. Pendant la saison des pluies, en octobre, il est possible de voir 30 éclairs en une seule minute. Au coucher du soleil, des vents forts soufflent autour des 3 montagnes environnantes, formant des nuages d'orage au-dessus de l'eau. Lorsque les gouttelettes d'eau présentes dans l'air humide entrent en collision avec les cristaux de glace de l'air froid, les charges statiques provoquent un orage électrique qui se produit presque chaque nuit. Au large de la pointe sud du Japon se trouve la structure sous-marine de Yonaguni. Les archéologues pensent que ce monument pourrait appartenir à une civilisation pacifique légendaire comme l'Atlantide, qui a disparu sous les flots il y a des milliers d'années. Qu'il s'agisse vraiment d'une civilisation perdue ou simplement de la nature qui s'amuse un peu, c'est le site dans lequel il faut plonger. Les éléments à l'intérieur de la structure ressemblent à des châteaux, des temples et un stade reliés par des routes et ce qui semble être de grands murs tout autour. Il y a même des marques dans la pierre qui semblent montrer des visages effacés et des roches sculptées en forme d'animaux. Certains scientifiques estiment que la symétrie des pierres n'est pas aussi parfaite qu'on le rapporte. Il semble que ce soit de la roche solide plutôt que des blocs sculptés, altérés par l'eau pendant de nombreuses années. Le parc national des lacs de Plitvice, en Croatie, est une chaîne interconnectée de chutes d'eau dont la plus haute mesure 70 mètres et de canaux d'eau souterrains créant des barrages et des lacs naturels dans cet environnement si pittoresque.
Dans les forêts profondes, entourées de prairies regorgeant de fleurs sauvages, on trouve des ours bruns, des loups gris, des lynx, des cerfs et de nombreuses espèces d'oiseaux rares pour tous les ornithologues en herbe qui habitent ces 300 km². Le fleuve Amazone est célèbre pour ses piranhas, ses requins bulldogs et d'autres créatures que vous souhaiteriez à tout prix éviter. Mais il existe des cours d'eau encore plus périlleux à travers le monde. Le fleuve Congo, le plus profond d'entre eux, atteint des profondeurs telles que la lumière du soleil ne parvient pas à pénétrer dans certaines sections. C'est également le seul grand fleuve à traverser 2 fois l'équateur, et il déverse chaque seconde dans l'océan Atlantique un volume d'eau suffisant pour remplir plus de 13 piscines olympiques. Même les navigateurs les plus chevronnés rencontrent des difficultés à franchir les puissants courants du fleuve, les rapides de sa partie supérieure ainsi que les cascades et les gorges de sa section inférieure. Les eaux tumultueuses du Congo sont si rapides et puissantes qu'elles créent une barrière naturelle entre les espèces, à l'image des montagnes ou des océans. Des poissons évoluant séparément le long de chaque rive, incapables de traverser pour se reproduire, donnant naissance à de nouvelles espèces distinctes. Parmi les créatures les plus redoutables de ces eaux figure le poisson-tigre Goliath. Ces prédateurs impressionnants, atteignant jusqu'à 1,50 m de long et pouvant filer à une vitesse de 40 km/h, sont de proches parents des piranhas. Leur mâchoire est garnie de dents acérées comme des lames de rasoir. Les femelles pondent des centaines de milliers d'œufs et leurs progénitures sont des chasseurs dès la naissance. Cette créature est digne d'effroi. C'est le seul poisson d'eau douce en Afrique connu pour attaquer les crocodiles, et même parfois les humains. Inutile de dire qu'il vaut mieux éviter de nager dans ces eaux. Tout au long du fleuve, on trouve des jungles denses et une faune affamée, composée notamment de serpents et d'hippopotames particulièrement agressifs. Malgré ces dangers, le fleuve est un axe de transport essentiel d'Afrique centrale. Les barges qui y naviguent pendant des semaines accueillent souvent jusqu'à 2000 passagers et chavirent de temps à autre. Selon le folklore local, un autre danger pourrait rôder, celui qui arrête le cours des rivières. Cette créature, décrite comme un animal semblable à un dinosaure, vivrait dans le bassin du fleuve Congo. Bien qu'il y ait eu plus d'une centaine de témoignages au cours du siècle dernier, aucune preuve tangible de l'existence de cette bête n'a jamais été apportée. Au tournant du XXIe siècle, une série d'événements mystérieux et terrifiants s'est déroulée sur le fleuve Kali, en Inde. Un animal décrit comme un cochon d'eau, couleur de boue, entraînait les nageurs par le fond sous les yeux de témoins horrifiés. Le biologiste britannique Jeremy Wade entreprit de percer le mystère. Il observa que tous ces incidents inquiétants se concentrèrent dans une zone bien précise, s'étendant sur environ 6 km. Les habitants des environs expliquèrent à Wade que cette créature devenait de plus en plus grande et agressive à mesure qu'elle se nourrissait. Wade utilisa un sondeur pour examiner les eaux et supposa que le phénomène pourrait être lié à un tourbillon. Toutefois, le monstre finit par s'en prendre à un buffle d'eau. Étant donné leur taille et leur poids impressionnants, la créature responsable devait posséder une force extraordinaire. Les crocodiles marins ne s'aventurant pas aussi loin dans les terres, et les crocodiles locaux les plus communs ne supportant pas les eaux froides, ces hypothèses furent écartées. Par ailleurs, aucun requin bulldog n'était présent dans la région. Finalement, Wade aperçut plusieurs poissons-chats du diable dans les profondeurs. Certains spécimens atteignaient la taille d'un homme adulte. Ils ne pouvaient être capturés avec une simple canne à pêche, mais une construction spéciale permit d'en maîtriser quelques-uns. Le plus grand poisson mesurait 2 mètres de long et pesait 3 fois le poids d'un silure moyen. Sa taille lui permettait de s'attaquer à un humain ou à un animal imposant. Cependant, Wade souligna qu'il pourrait exister des spécimens encore plus gigantesques dans les eaux du fleuve Kali. L'Orénoque, en Amérique du Sud, est particulièrement dangereux en raison de ses courbes abruptes et de ses puissants courants sous-marins. Même avec un GPS, il est facile de s'y perdre. Ce danger est accentué par les nombreuses chutes d'eau imprévisibles qui jalonnent son cours, obligeant les navigateurs à rester constamment en alerte pour survivre. Ce fleuve est le seul habitat naturel du rarissime crocodile de l'Orénoque et abrite également des poissons au caractère tout aussi redoutable. Parmi eux, le payara, connu sous le nom de tétra-vampire, se distingue par ses longues dents acérées, semblables à des poignards, et 2 crocs imposants qui émergent de sa mâchoire inférieure. Un bon orthodontiste pourrait peut-être améliorer son apparence, n'est-ce pas? En permanence à l'affût, il s'attaque principalement à des poissons de taille moyenne, voire imposante. Lorsqu'un humain tente de le capturer, il se défend vigoureusement, infligeant des morsures et des entailles. Heureusement, aucune attaque mortelle sur un humain n'a été recensée, une information qui, avouons-le, a de quoi soulager. Le fleuve jaune, en Chine, doit son nom à sa teinte caractéristique,
bien qu'il n'ait pas toujours été de cette couleur. Formé il y a au moins 30 millions d'années, il a changé de cours plus de 30 fois au fil des siècles. Son aspect boueux actuel résulte des sédiments jaunes transportés depuis un plateau éloigné. Ces particules fines se déposent au fond du fleuve, formant ainsi des barrages naturels. Les immenses volumes d'eau transportés par le fleuve doivent impérativement atteindre la mer, mais ce processus a causé, à travers les âges, des inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à des millions de gens. Pour y remédier, les habitants ont érigé des digues toujours plus hautes. Cependant, ces infrastructures ont aggravé la situation, empêchant l'eau de retrouver son lit naturel, surélevé par rapport aux terres environnantes. Cela a même entraîné un déplacement de son embouchure. Et aujourd'hui, de gigantesques barrages et digues longent le fleuve dans l'espoir de maîtriser ce colosse capricieux. Le Rio Paraná, second plus long d'Amérique latine, reçoit de nombreux affluents provenant des hauts plateaux proches des Andes. Pendant la saison des pluies, les eaux s'écoulent en masse, créant des conditions idéales pour un habitant redouté, le piranha. Ces eaux abritent entre 30 et 60 espèces de ces terribles poissons. À la fin de l'année 2013, par une journée étouffante, des piranhas ont attaqué des baigneurs venus se rafraîchir. Surpris par les morsures soudaines, les gens ont fui le fleuve à toutes jambes. Et bien qu'aucune vie n'ait été perdue, cet événement reste l'une des attaques de piranhas les plus audacieuses jamais recensées. Les biologistes en ont conclu que des piranhas palometas, probablement dérangés dans leur zone de reproduction, étaient à l'origine de l'attaque. Par ailleurs, le Rio Paraná se distingue par son courant puissant, souvent redoutable pour les nageurs et les embarcations. Ces crues fréquentes constituent également un danger pour les populations riveraines. Le Nil, le plus long fleuve au monde, traverse 11 pays avant de se jeter dans la Méditerranée. Depuis des siècles, des explorateurs tentent d'en identifier la source, mais son origine demeure entourée de mystères. Et pour ne rien faciliter, le fleuve effectue un virage inattendu en plein cœur du Sahara. Les scientifiques attribuent ce phénomène à une vaste formation rocheuse souterraine, datant de plusieurs millions d'années. Le Nil a été, à travers les âges, une voie navigable essentielle pour de nombreuses civilisations, mais il est aussi le foyer de redoutables prédateurs. Parmi eux, les crocodiles, qui peuvent atteindre 6 mètres de long, dépassant légèrement la taille d'une girafe moyenne. Ces créatures impressionnantes, capables de sprinter à près de 50 km/h sur la terre ferme, causent la mort de plusieurs centaines de personnes chaque année. Les hippopotames, également présents dans le Nil, s'attaquent parfois aux embarcations, et des serpents venimeux comme le mamba noir ou le cobra égyptien ajoutent à la diversité. Cependant, l'un des dangers les plus sournois reste le moustique, porteur de maladies qui touchent des centaines de milliers de personnes. En Asie, le fleuve Brahmapoutre transporte l'eau des majestueuses montagnes de l'Himalaya. Lorsque la neige fond, elle provoque d'immenses inondations entraînant des glissements de terrain, déplaçant des millions de personnes et décimant des centaines d'animaux dans les parcs nationaux voisins. Ces crues massives se produisent aussi pendant la mousson, de juin à octobre, aggravée par des pluies torrentielles. Au cours des 2 derniers siècles et demi, le fleuve Brahmapoutre a considérablement modifié son trajet. L'érosion constitue un autre danger majeur. Les rives du fleuve, composées principalement de sable et de limons peu homogènes, causent ainsi la perte de nombreuses terres, bien que le rythme de l'érosion ait ralenti. Le Brahmapoutre fait également partie des rares fleuves au monde où se produit un mascaret. Une imposante vague de marée qui remonte le cours du fleuve à contre-courant, là où il rejoint l'océan. Il y a environ 2500 ans, un séisme a radicalement transformé le cours de l'un des fleuves les plus illustres de la planète, le Gange. Il est dans la nature des cours d'eau de ne pas demeurer immuables, si bien que si vous vivez à proximité de l'un d'eux, il pourrait un jour s'évaporer sans laisser de traces ou, au contraire, submerger une ville entière. Dans le cas du Gange, c'est un séisme d'une ampleur colossale qui a provoqué cette métamorphose spectaculaire. Les chercheurs estiment qu'un tel événement pourrait se reproduire, ce qui représenterait une catastrophe pour les millions de personnes dont l'existence en dépend. Prenant naissance sous forme de modestes ruisseaux dans l'Himalaya, le Gange parcourt un trajet de plus de 2500 km. Au fil de son périple, il conflue avec d'autres grands cours d'eau, notamment le Brahmapoutre et la Meghna, avant que toutes ces eaux ne se déversent dans le golfe du Bengale. De tous les fleuves au monde, le Gange possède le delta le plus vaste. Comme de nombreux autres fleuves de la région, son tracé évolue lentement au fil des siècles. Lorsqu'un fleuve modifie son cours en érodant ses berges,
ces transformations peuvent s'étendre sur plusieurs décennies. Les scientifiques ont mis en évidence que le système fluvial du Gange-Brahmapoutre avait connu plusieurs déplacements au cours des 6 derniers millénaires. En examinant les images satellites du delta du Gange, les chercheurs ont fait une découverte intrigante. Ils ont identifié une dépression en arc de cercle à environ 50 km de l'actuel lit du fleuve. Cette formation, qui s'étendait sur plusieurs kilomètres et atteignait plus de 1000 mètres de large, semblait correspondre à un ancien bras principal du Gange, disparu depuis des siècles. En 2018, une équipe de chercheurs s'est rendue sur place afin d'analyser la région et de collecter des échantillons pour approfondir leurs investigations. Sur le chemin du retour, ils ont aperçu une excavation où un ouvrier creusait pour aménager un étang. Le lendemain, cette cavité devait être remplie d'eau, mais en examinant la terre déplacée, les scientifiques ont repéré un élément inhabituel. On pouvait observer des strates verticales de sable clair mêlées à la boue plus sombre. Ces formations particulières sont des témoins du passé. Elles révèlent qu'un séisme ancien a entraîné une remontée soudaine de sable et d'eau depuis les profondeurs, créant des volcans de sable figés dans le temps. En analysant ces dépôts de sable et de boue, les chercheurs ont établi que ces séismes s'étaient reproduits il y a environ 2500 ans et qu'ils étaient d'une intensité remarquable, atteignant des magnitudes comprises entre 7 et 8. Bien que l'épicentre se trouvât à plus de 180 km du cours principal, la puissance du phénomène a suffi à en modifier le tracé. Une telle catastrophe aurait pu affecter près de 140 millions de personnes. Situé à la jonction de plaques tectoniques, le système du Gange-Brahmapoutre est fréquemment soumis à des secousses. Aucun danger imminent n'a été identifié, mais les experts estiment qu'un autre séisme de grande ampleur pourrait survenir dans les prochains siècles ou millénaires. Un tel événement menacerait jusqu'à 170 millions de personnes, soit l'équivalent de la moitié de la population des États-Unis. Toutefois, il demeure impossible de prévoir avec précision la date et l'intensité d'un futur tremblement de terre. L'étude des déplacements passés des cours d'eau suite à un séisme permet aux chercheurs d'identifier des tendances et d'anticiper, dans une certaine mesure, des événements similaires. Ce savoir pourrait s'avérer précieux pour renforcer la préparation et mettre en place des stratégies de prévention avant qu'une catastrophe majeure ne survienne. Le Gange n'est pas le seul fleuve exposé à ce type de menace. Le fleuve Jaune, l'Irrawaddy, ainsi que plusieurs cours d'eau américains, tels que le Klamath et le San Joaquin, sont également concernés par ces risques. Le puissant fleuve Mississippi a lui aussi changé de cours à plusieurs reprises au cours des 7 derniers millénaires. Aujourd'hui, un vaste réseau de barrages et de digues, connu sous le nom de structures de régulation des eaux, a été érigé au centre de la Louisiane pour contenir ses débordements et l'empêcher de fusionner avec un fleuve voisin, l'Atchafalaya. Toutefois, les spécialistes estiment que ce dispositif ne pourrait résister à des crues de grande ampleur. Ainsi, le Mississippi pourrait à nouveau s'affranchir de son lit et changer de cours, ce qui engendrerait de terribles conséquences, en particulier dans le sud de la Louisiane. Un des exemples récents les plus marquants d'une catastrophe provoquée par le changement brutal du cours d'une rivière est celui du Kosi en Inde. En août 2008, en l'espace de quelques jours, la rivière a dévié de près de 100 km, un bouleversement considérable. Si l'état du Bihar est régulièrement frappé par des inondations, un phénomène d'une telle ampleur ne s'était pas produit depuis plus d'un demi-siècle. Cette crue soudaine a affecté près d'1 millier de villages et 3 millions d'habitants, forçant l'évacuation d'1 million d'entre eux vers des zones plus sûres. Nombre de ces populations, n'ayant pas connu de telles inondations depuis des décennies, n'étaient pas préparées à y faire face, ce qui a aggravé les pertes matérielles et humaines. Depuis des décennies, les scientifiques cherchent à comprendre les mécanismes précis qui conduisent une rivière à modifier brutalement son cours. Une récente étude met en lumière l'interaction de 2 facteurs principaux à l'origine de ce phénomène, connu sous le nom d'avulsion. Tout d'abord, une préparation se met en place, semblable à une accumulation de tension avant une rupture soudaine. Au fil du temps, les sédiments, sable, terre et autres matériaux transportés par le courant s'accumulent à certains endroits. Cette accumulation peut soit surélever le cours d'eau par rapport aux terres environnantes, soit accentuer la pente d'une zone adjacente. Vient ensuite le déclencheur, l'élément décisif qui précipite le changement de cours. Il peut s'agir d'une crue exceptionnelle, d'un séisme ou même d'un simple amas de bois flottant obstruant l'écoulement de l'eau. Les chercheurs ont analysé des images satellites couvrant 170 cas d'avulsion sur les 50 dernières années. Ils ont constaté que ces événements se produisaient le plus souvent près des embouchures fluviales et des reliefs montagneux. Dans ces zones,
Les rivières ont démontré une probabilité 3 fois plus élevée de changer de trajectoire que dans les plaines intermédiaires. En outre, en étudiant en détail 58 chenaux fluviaux à l'aide de cartes haute résolution, ils ont mesuré la surélévation des cours d'eau par rapport aux terrains avoisinants. Ils ont également évalué l'inclinaison d'un éventuel nouveau tracé par rapport aux cours actuels et constaté qu'à proximité des montagnes, l'accumulation massive de sédiments finissait par surélever le lit des rivières jusqu'à provoquer des débordements. Mais à l'approche des embouchures, notamment dans les deltas, une pente marquée est nécessaire pour permettre aux rivières de percer la boue et d'ouvrir un nouveau passage. Ces deux mécanismes interagissent comme un balancier. Si l'un s'intensifie, l'autre peut être moins prononcé, tout en permettant une avulsion. Afin de prévoir le déplacement d'une rivière en cas de changement de cours, les chercheurs ont développé un algorithme avancé, capable d'analyser la pente du terrain et le débit fluvial. Testé sur 10 cas d'avulsion répertoriés, il a systématiquement anticipé avec précision le tracé adopté. Les scientifiques espèrent que ces avancées permettront d'améliorer la protection des populations riveraines face aux crues soudaines. Les changements de cours des rivières ont joué un rôle déterminant dans l'émergence de l'un des premiers systèmes administratifs organisés. Les scientifiques en ont trouvé des indices en Mésopotamie, dont le nom signifie « la terre entre deux fleuves », en référence au Tigre et à l'Euphrate. Les sociétés qui y prospéraient dépendèrent de ces fleuves pour leur approvisionnement en eau, leur agriculture et leurs échanges. Afin de comprendre l'impact des modifications soudaines du réseau fluvial sur ces populations anciennes, les chercheurs se sont appuyés sur deux types de cartes. Les cartes archéologiques retracent l'expansion des villes au fil du temps et nous renseignent sur les types de constructions érigées. Certains édifices, comme les palais monumentaux ou les enceintes fortifiées, témoignent de l'émergence d'une administration centralisée. Le second type de carte permet de reconstituer l'ancien tracé des fleuves Tigre et Euphrate, dont le cours a varié, tantôt lentement en décrivant un tracé sinueux, c'est le méandrage, tantôt brutalement et de façon spectaculaire, il s'agit de l'avulsion. Aux environs de 5000 avant notre ère, le climat de la Mésopotamie s'est progressivement asséché, compliquant les pratiques agricoles. Pour survivre, les cultivateurs devaient s'installer à proximité des rivières afin de tirer parti des crues saisonnières ou de creuser des canaux d'irrigation permettant d'acheminer l'eau jusqu'à leur culture. L'importance vitale de l'agriculture a favorisé l'essor des villages et des cités le long des fleuves, garantissant ainsi aux populations un accès constant à leurs ressources. Mais lorsqu'un fleuve changeait brusquement de cours, les populations ne se résignaient pas. Elles s'organisaient pour creuser d'imposants canaux destinés à rétablir l'irrigation en captant l'eau du nouveau lit fluvial. L'essor des infrastructures et des bâtiments administratifs témoigne de leur capacité à s'organiser collectivement pour relever tous ces défis.